Sud Radio, le débat de la semaine. Bonjour Nicolas Corato. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce dimanche matin. Vous êtes le président fondateur du think tank Place de la République. Et bonjour William T. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Et ça tombe bien, vous êtes habitués à penser, messieurs. On a besoin de vos lumières ce matin, notamment je me tourne vers vous Nicolas Corato, parce que en effet, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est en tout cas le chemin vers lequel on se dirige? C'est-à-dire un gouvernement avec les mêmes têtes, et peut-être qu'on n'a pas le choix. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on s'apprête à refaire? On prend les mêmes et on recommence? Alors, c'est ce qui risque d'arriver. La question, c'est quand? Parce que ça fait quand même un mois qu'on l'attend, ce gouvernement. Mais déjà. Et que je pense à vos auditeurs qui se disent de manière très rationnelle, mais si finalement c'était pour reconduire ce gouvernement, pourquoi attendre un mois? Pourquoi attendre un mois avec des ministres démissionnaires qui gèrent les affaires courantes, alors que manifestement ce pays a besoin d'être gouverné et qu'il ne l'est pas, de fait? Et donc, c'est quand même la première question qu'on doit se poser. Si Monsieur Lecornu, ce soir, demain soir, après-demain soir, la semaine prochaine, on ne sait pas, à un moment, décide de renouveler son gouvernement en renommant les mêmes personnes, on pourra se demander pourquoi nous avons perdu un mois de gouvernement dans ce pays. Et les Français seront en droit de se le demander parce que ça pose un problème quand même institutionnel. William T, est-ce que vous avez la même analyse ou est-ce que vous vous dites quand même que, en ce qui concerne les ministères dits régaliens, l'intérieur, peut-être la justice, peut-être les affaires étrangères aussi, on a le droit de prendre les mêmes et de recommencer, parce qu'il faut aussi peut-être un peu de stabilité au milieu d'un mois où on a attendu en effet très longtemps pour avoir un gouvernement. Quand vous regardez les sondages de popularité, vous voyez que les ministres les plus populaires du gouvernement, c'est Monsieur Darmanin et Monsieur Retailleau. C'est-à-dire que ça montre, lorsqu'on propose une offre qui est très claire aux Français, qui est plus de sécurité, davantage d'une justice qui serait moins laxiste et davantage de cohérence entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, les Français sont plutôt pour. Et je pense que dans ce sens-là, les Français, l'ensemble des Français ne veulent pas que ni Bruno Retailleau ni Gérald Darmanin partent, parce que pour la première fois... Pour vous, c'est des marqueurs. Non seulement c'est des marqueurs, mais en plus ça rassure les Français, parce qu'au moins ils ont une continuité dans la politique. À l'époque, ils avaient toujours à peu près la même chose. Ils avaient un ministre de l'Intérieur qui pouvait attraper des voyous et la justice qui les relâchait. Là, au moins maintenant, ils se disent que d'un point de vue politique, il y a une certaine cohérence entre les deux et qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, et c'est ça le problème en fait essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle politique et n'importe quel ministère, que ce soit à l'intérieur, à l'économie ou dans n'importe quel ministère, ils n'ont pas la capacité, du fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, à pouvoir faire passer un texte. Et je pense que, contrairement à ce que dit Nicolas, c'est que les Français veulent un changement, mais veulent un changement, une rupture avec le macronisme. On voit bien que le bloc central est en train de s'effriter, et ils veulent une offre qui soit beaucoup plus claire, ils veulent une économie qui soit davantage libérée, ils veulent être davantage en sécurité, ils veulent reprendre le contrôle des flux migratoires, et malheureusement, il y a le parti Nicolas qui bloque tout actuellement. Mais 0826 300 300, si vous partagez l'une des deux analyses que vous venez d'entendre, évidemment, sur Sud Radio, mais est-ce que en réalité, parce que le casting, c'est notamment le JDD un peu qui nous le donne ce matin, on pourrait avoir Madame Elisabeth Borne qui irait aux armées. On entend parler d'Annie Genevard, actuelle ministre de la Culture, qui partirait vers l'éducation. On garderait apparemment Gérald Darmanin, Bruno Retailleau. C'est vrai, peut-être Nicolas Corato, que les Français sont quand même en réalité, ont déjà identifié ces ministres, quoi qu'on en pense, et que dans un moment où il va falloir aller vite, où il va falloir trouver des compromis, il faut garder en place des têtes populaires et des gens qui savent déjà faire de la politique. Alors vous savez, moi je reste très prudent quand il s'agit de faire parler les Français. La dernière fois que les Français ont parlé officiellement, c'était en juillet 2024, et c'était pendant les législatives. Et les ministres que citait Monsieur William T ont fait 5% aux législatives. Donc je suis pas sûr que les Français aient mis le vœu que Monsieur Retailleau, que Monsieur Darmanin, que l'ensemble de ces ministres de droite prennent le pays et mènent la politique qu'ils mènent. Ça, nous sommes dans l'expectative. Et le dernier témoignage du consentement des Français, c'est bien le vote aux législatives, qui ne correspond absolument pas au gouvernement qu'on voit aujourd'hui. Deuxième chose, est-ce qu'il faut que ces ministres restent parce qu'ils sont déjà là? Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ministres? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pas une question de capacité personnelle, de compétence, c'est une question institutionnelle. Aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas et n'aura pas de majorité. Vous savez qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire passer en ordonnance. C'est ce que fait Bruno Retailleau. Est-ce que ça nécessite d'avoir un gouvernement avec 35 ministres? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 35 ministres pour faire tourner le gouvernement? Un gouvernement resserré, dit-on. Qui est capable aujourd'hui de faire voter une loi au Parlement parmi ceux que vous avez cités, Madame Borne, Madame Genevard, etc. À quoi sert ce personnel politique s'il n'est pas capable d'entraîner la réforme législative? Donc c'est une vraie question qu'on devrait se poser. Pardon de revenir aux fondamentaux, mais le problème c'est pas le gouvernement de ce soir, de demain soir, d'après-demain soir. Le problème c'est le choix de Monsieur Lecornu.
Oui. Monsieur Lecornu, c'est la continuité d'une politique menée par l'Élysée et qui va à l'impasse, qui va à l'échec depuis Monsieur Barnier, puis Monsieur Bayrou. On ne cesse que de continuer. Et ça, je pense que, pardonnez-moi, les Français en sont parfaitement conscients. 0826 300 300. Tiens, les Français, allons les chercher au standard, si vous le voulez bien, mon cher Nicolas. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce gouvernement, alors est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence, ou est-ce qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir que on aille chercher des gens qui, quand même, savent faire de la politique? On a toutes les chances que ça aille un peu mieux en ne bougeant pas trop dans les institutions. Est-ce que c'est votre regard, mon cher Aurélien? Non, pas tout à fait, hélas. Je reviens à ce que disait tout à l'heure un de vos invités. En effet, si on remonte à 2024, au deuxième Nicolas tour, Corato. Il y a eu un accord qui était selon moi un équilibre infernal. Des gens se sont mis d'accord soi-disant pour obtenir pour l'intérêt des Français, l'intérêt de la France. Ils ont obtenu des places. Or, ces gens-là, quand ils ont obtenu leur place de député, auraient dû, il me semble, faire un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt des Français. On voit aujourd'hui que toutes ces oppositions, que tous ces partis sont là que pour leur propre petite chapelle et ne pensent absolument pas à l'intérêt des Français. C'est bien regrettable au regard de ce qu'on vit. Moi, je suis chef d'entreprise et au regard de ce qu'on vit tous les jours, ce n'est pas simple. Donc, il faudrait absolument que tous ces gens-là se raccordent. Ils étaient d'accord pour faire pour être unis. Pour stopper dans la main au moment des élections, donc. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais est-ce que, mon cher Aurélien, allez-y, finissez. C'est pour ça que je crains fort que ce gouvernement, comme les deux précédents, n'aboutiront pas. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vos invités l'ont dit, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Mais mon cher Aurélien, quand vous dites tous ces gens-là devraient, mais est-ce que quand vous voyez la situation, j'ouvre le Parisien, je vois notamment Olivier Faure qui dit attention, on se rapproche de plus en plus de la censure. Je vois le mot censure désormais comme on prononce le mot baguette de pain. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se mettre d'accord? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont prêts aujourd'hui, qu'ils sont suffisamment matures pour se mettre d'accord, mon cher Aurélien? C'est pas une question de maturité, c'est une question de volonté, tout simplement parce que je pense que, excusez-moi, j'ai employé un terme qui est pas forcément bien, mais leur boutique les intéresse plus que l'intérêt de la France, hélas. Donc c'est ce que je vous dis, est-ce qu'ils sont prêts à faire les alliances justement ou à faire un gouvernement de coalition? Ils n'ont pas envie. Oui, c'est ça. Très sincèrement, ils n'ont pas envie. Et c'est très regrettable, je pense. Vous êtes chef d'entreprise, vous le disiez Aurélien, vous faites dans quoi, comme dirait l'autre? Dans les services. Parce que hélas, il n'y a plus d'industrie aujourd'hui. Oui, et dans les services, vous sentez en effet que le sujet politique est un sujet qui imprègne quand même? Évidemment, parce que tout est bloqué. La France est bloquée. Aujourd'hui, les clients n'investissent plus. On craint, on sait pas de quoi sera fait demain. Non, on a un vrai sujet. Où nous avons plusieurs industries, les quelques-unes qui restent, qui sont sclérosées par le prix de l'énergie. Mais c'est une réalité. Et je pense que nos élus n'en ont pas forcément conscience. Et n'en ont pas conscience. En tout cas, ils nous montrent pas. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, mon cher Aurélien, de nous avoir appelé 0826 300 300. Et évidemment, l'inquiétude de notre auditeur Aurélien et l'instabilité que ça fait naître en réalité dans à peu près tous les pans de la société. William T, est-ce que vous pensez, parce que c'était le souhait d'Aurélien, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, à savoir que beaucoup de personnalités, peut-être de différents partis, se réunissent? Là, quand on les lit et quand on les entend les uns les autres, on n'a pas l'impression que ce soit possible, même sur le papier. Non, mais ils veulent même pas se réunir, à la rigueur, qu'ils se réunissent pas dans un gouvernement parce qu'ils partagent pas les mêmes orientations. Ça peut se comprendre, parce que quand on rejoint un gouvernement, c'est ce que disait Jean-Pierre Chevènement, un ministre, soit ça ferme sa gueule, soit ça démissionne. Donc s'ils sont pas d'accord entre eux, on peut le comprendre. Mais au moins, ils auraient pu au moins se mettre d'accord sur des textes dits essentiels au sein de l'Assemblée nationale pour que le pays avance. Et on voit bien que les partis... sur ce sujet, je reprends quand même les termes de la présidente de l'Assemblée nationale. Elle tient le discours inverse. Elle dit mais regardez, depuis que l'Assemblée est fracturée, on peut quand même faire passer un certain nombre de textes, même importants. Je comprends qu'il y ait une image d'une Assemblée agitée, mais on peut. Vous, c'est pas votre sensation. En tout cas, ça devrait pas aller. Je pense pas qu'elle soit en phase avec la réalité, mais je pense que l'autre cas, quand on voit que la plupart des textes sont bloqués, il y a aucun texte d'envergure qui est passé à l'Assemblée nationale, hormis le texte sur le narcotrafic, si je me trompe pas, et des lois spéciales. Donc en fait, il y a aucun texte qui passe. Pourquoi est-ce qu'il y a aucun texte qui passe? Parce qu'en fait, les partis pensent davantage à la prochaine élection, et tout le monde pense en fait qu'avec la dissolution, Emmanuel Macron peut interrompre son mandat beaucoup plus tôt que prévu. Et en tout cas, les partis ont les yeux rivés sur 2027, plutôt qu'à la prochaine génération. Moi, je pense que c'est une erreur tactique fondamentale. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les partis qui, en fait, jouent uniquement l'intérêt de leur parti, certes,
parlent à leur base électorale, mais plafonnent sur le plan des intentions de vote. Le seul qui augmente dans les intentions de vote, dans toutes les enquêtes d'opinion depuis un an, c'est Raphaël Glucksmann au sein des sondages portant sur l'élection présidentielle. Et qu'est-ce que fait Raphaël Glucksmann ? Bon, il n'a pas mon opinion politique, en tout cas je ne partage pas ses idées, mais en tout cas il montre une volonté d'ouverture et de faire des compromis à la fois avec le bloc central, même avec des personnalités qui ne pensent pas comme lui, et il apparaît au sein des Français comme celui qui veut au moins faire bouger, faire avancer les choses. L'effort on va dire, de coalition. L'effort de coalition, alors que Le Pen, elle fait exactement le même score qu'aux dernières législatives, alors qu'elle devrait profiter en fait de l'effondrement du bloc central. Le bloc central s'effondre parce qu'en fait il est en incapacité de pouvoir travailler avec les autres, et c'est le message qu'avaient envoyé les Français, c'est de dire à Macron de travailler avec la gauche et de travailler éventuellement avec la droite nationale, et la gauche d'Olivier Faure, etc. en fait plafonne parce qu'ils sont en incapacité de pouvoir travailler avec qui que ce soit. Vous plafonnez, Nicolas Corato, parce que vous êtes sectaire d'une certaine manière, c'est ce que dit le camarade William T. Vous ne voulez pas travailler avec les autres, c'est très très grave, Nicolas. Moi, je vous trouve sévère avec les partis politiques, pardon de prendre leur défense, je sais que je vais être très minoritaire, mais les partis politiques, ils ont joué le jeu de la dissolution, ils se sont mobilisés en urgence, et ils sont dans la situation institutionnelle qu'a campé le président de la République. Donc ils font avec les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, et on ne peut pas les rendre responsables de l'impasse institutionnelle dans laquelle ce ne sont pas les partis politiques qui ont décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Premier point. Deuxième point sur la responsabilité. Oui, il y a une responsabilité première des partis politiques, vous l'avez dit William, qui est vis-à-vis des électeurs. Quand vous êtes élu député, vous êtes élu sur un programme, sur une problématique, sur des engagements. Il y a un engagement très fort à gauche. C'est par exemple la suppression de la réforme des retraites. Sur ce point-là, pardon de le dire, mais rendons à César ce qui appartient à César. Monsieur Lecornu, Monsieur Bayrou et Monsieur Barnier n'ont fait aucune proposition qui permettrait à des socialistes de se joindre à une action publique. Il y a quand même eu un conclave des retraites de la part de qui n'a rien donné. Ah oui, d'accord, mais il y a eu un conclave. Donc, je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un changement d'orientation sociale, politique dans ce pays, ne comptez pas sur la gauche pour s'associer à un gouvernement qui serait antisocial, qui mènerait une politique d'austérité. Les électeurs de gauche seraient en droit de dire « mais vous nous avez trompés » et ils auraient raison de le dire. Donc la responsabilité d'aller vers le consensus et le compromis, et moi je suis d'accord avec le consensus et le compromis, elle appartient à celui qui a la clé, à celui qui a la main, c'est-à-dire au Premier ministre. Jusqu'à présent, M. Lecornu n'a fait aucun pas vers le compromis, le consensus vis-à-vis de la gauche. Il est quand même allé jusqu'à dire. Bon, alors déjà il taxe, oui, ça c'est pas faux, comme le dit la boutade. Non, mais sur la réforme des retraites, vous comprenez qu'est centrale. Sur la réforme des retraites, si on est totalement exact, déjà un pas, en tout cas, on l'a vu comme ça, on l'a interprété comme ça, sur la volonté de ne se passer du 49.3, c'était quand même plus qu'une main tendue vers la gauche, et il a toujours eu des mots plutôt favorables à, on va dire, à une petite clause de revoyure concernant la réforme des retraites. Même son interview et sa courte intervention, devant l'hôtel de Matignon vendredi matin, c'est de dire oui, bien sûr, il faut revoir un peu notre système de retraite pour les femmes et les plus précaires. Ça ne vous a pas convaincu, Nicolas ? C'est pas convaincant parce que c'est largement insuffisant et c'est pas du tout à la hauteur, encore une fois, des engagements qui ont été pris par des députés de gauche devant leurs électeurs. Le problème de la gauche, c'est qu'à chaque fois qu'on entend Nicolas, c'est que chaque fois c'est insuffisant, même un petit pas est toujours insuffisant. Et donc en fait, ils sont restés sur la logique de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que le programme, avec le programme, s'ils sont pas exactement tout ce qu'ils sont, pourquoi ils ont été élus en 2024, ils refuseront tout compromis. Et je pense que c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que le message qui était envoyé au premier tour, c'est de dire que les Français, en fait, les Français voulaient le Rassemblement national au premier tour. Au deuxième tour, ils ont demandé aux partis du bloc central et à la gauche de voter contre le Rassemblement national. Et au final, ce qu'est en train de faire les partis que soutiennent Nicolas, c'est qu'ils vont porter la voix du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en continuant comme ça, forcément, inexorablement, c'est votre parti qui s'allie avec lui à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, c'est votre parti qui a voté pour des vice-présidents RN dernièrement. Quand on veut faire des compromis, Nicolas, on dit pas tiens, moi je veux tout mon programme et avec mon programme, on dit en sorte tiens. Sur quoi tu es prêt à concéder ? On peut concéder dessus et peut-être on peut mettre la poire au milieu. Le Cornu fait un pavé avec vous sur les taxes et sur les retraites. Peut-être que vous devez accepter sa main tendue. 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous écoutez un peu la conversation. Comment vous regardez ce qui est en train de se passer au niveau politique, mon cher Philippe ? Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre comme ça un peu les mêmes et recommencer ? À mon avis, a priori, pour l'instant, on n'a pas le choix. Il y a des élections qui vont se passer en 2026, tous les maires. Ça va déjà éclairer pas mal de choses. Personnellement, je trouve que comment vous dire, parce que je pense que l'extrême droite est beaucoup favorisée actuellement par
la presse, les médias. Enfin, je dis pas ça pour vous spécialement. Il me semble que la gauche est devenue le démon où il fallait pas toucher. Ça doit faire peur à certaines personnes, même à beaucoup. Je trouve ça un petit peu dommage. D'autant plus que les républicains, aujourd'hui, sont complètement perméables, enfin quasiment tous, ils sont tous perméables à l'extrême droite. Si l'extrême droite avait été utile, ça se saurait, enfin il me semble, hein, je dis ça comme ça. Mais maintenant, pour parler du gouvernement, le gouvernement est coincé, enfin, à mon avis, il est coincé. Il a une idéologie qui correspond pas à ce que une majorité de gens souhaitent. Voilà. Bien sûr. Bon, je suis pas un expert, hein, je suis juste... Non, mais ce que vous dites, Philippe, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire au bout d'un moment, le fait qu'on soit tous devant un mur, que ce soit les Français, peut-être même le président de la République, le premier Français avant nous, et même Sébastien Lecornu, qui aurait très franchement envie aujourd'hui d'intégrer un gouvernement, même si on sait que le pouvoir attire toujours quelques personnes. Là, il faudrait quand même avoir davantage un goût pour le suicide que pour le pouvoir. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Et je vois également Françoise qui nous appelle. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Voilà, juste à vous dire, parce que je crois que vous avez peu de temps, que effectivement le président n'a pas tenu compte du vote des élections législatives, et c'est grave. Parce que beaucoup de gens sont déçus. Moi, j'ai vécu dans les pays scandinaves, et il y avait la culture de la coalition, la culture du compromis, la culture de la discussion. Alors que là, a priori, on nomme des gens qui n'ont pas la majorité, ils n'ont pas eu la majorité lors des élections législatives. Alors, quelles que soient nos opinions politiques, c'est incohérent. C'est incohérent. Et à partir de là... vous, c'est vraiment, ma chère Françoise, démocratiquement que ça vous pose problème. Ah, absolument, absolument. La demande des gens depuis des années, c'est une participation plus active des citoyens, c'est clair. Et donc, on nous propose toujours des référendums, mais ils n'ont jamais lieu. Et quand la seule fois où ils ont eu lieu, on est allé contre la décision. Il y a eu la déception il y a eu la déception de 2024 et même la déception de 2005, mais on a entendu ce que vous dites, Françoise. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300. N'hésitez pas à appeler un peu plus tôt, comme ça on peut dialoguer quand même un peu ensemble. Je sais que c'est compliqué le dimanche matin, mais je sais qu'à force nous allons y arriver. Il n'y a plus qu'à vous mettre d'accord en dehors de ce studio, messieurs William T et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et William T, président du think tank Le Millénaire. C'est comme d'habitude un plaisir de vous avoir en studio en ce dimanche matin. Je vous laisse ou aller vous recoucher ou prendre un bon café ou ramener les croissants chez vous. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie.